Ok, bonjour. Donc, on est dans toujours ces capsules sur les moindres carrés. Et je vous ai fait une petite discussion autour de ce qui s'appelle la multicollinéarité. euh, et, euh, et je vais aller un petit peu plus loin et de discuter d'interprétation d'un modèle. Essentiellement, comment est-ce que je peux interpréter les paramètres d'un modèle. Ok, dans un contexte compliqué qui est euh, cette histoire de multicollinéarité qui veut dire essentiellement que mes variables explicatives sont potentiellement un petit peu corrélées. Voilà. Donc c'est ça que je vais raconter. Alors, si je formalise un tout petit peu, c'est quoi cette histoire de collinéarité? Donc collinéarité, c'est un mot que vous avez forcément déjà entendu, en tout cas quand vous étiez petit, que les deux vecteurs sont collinéaires si jamais ils sont parallèles essentiellement. Okay, donc la collinéarité, c'est du parallélisme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes variables explicatives sont fortement corrélées entre elles. D'accord. Encore une fois, il faut interpréter la corrélation comme étant une mesure euh, de parallélisme. Quand vous avez une corrélation de 1, c'est qu'elles sont linéairement indépendantes, donc elles vont être parallèles. Alors qu'au contraire, si jamais la corrélation vaut 0, elles sont indépendantes, en tout cas non corrélées. D'accord. Ce qu'on va interpréter comme étant une forme d'indépendance, parce que voilà, c'est un terme plus simple à expliquer que non corrélé, non corrélé, non corrélé. Donc on dira vaguement indépendant. Okay, même si statistiquement c'est faux. D'accord. Donc l'histoire de la collinéarité, de la multicollinéarité, c'est le fait qu'on a potentiellement plusieurs variables explicatives qui sont corrélées entre elles. Et ça, bah, c'est gênant. C'est gênant parce que je vais revenir dans la capsule juste après sur les problèmes mathématiques que ça pose. Mais ça pose plein de problèmes. Le premier, c'est que euh, ça peut nous donner des signes très bizarres. Les signes des coefficients, euh, je vais juste revenir, je suis désolé, j'aurais peut-être dû mettre cette écriture plus tôt, mais un modèle, ça va être quelque chose de la forme suivante. Okay, donc j'ai yi égale bêta 0 plus bêta 1 x1i plus bêta 2 x2i plus un bruit. Okay, donc la manière naturelle d'interpréter un coefficient, c'est de dire, bah, c'est quoi ce coefficient bêta 1? Bah, le coefficient bêta 1, l'interprétation qu'on a, c'est de dire, ok, si jamais ma variable x1i augmente, et elle augmente de 1, d'accord. Donc supposons que voilà, je modélise, je ne sais pas moi, le prix des maisons en fonction de la superficie, d'accord. Donc j'ai éventuellement le prix ici, et ici j'ai la superficie, et ici j'ai une autre information, ça peut être éventuellement l'année de construction. Okay, la question qu'on se pose, c'est si jamais la superficie augmente de 1, de combien est-ce que mon prix va augmenter. D'accord. Donc, si jamais mon coefficient est positif, ça veut déjà dire que c'est croissant avec la superficie. Donc, plus ma superficie est importante, plus mon prix sera important. Okay, mais je lui donne une interprétation qui va un peu plus loin, qui est essentiellement liée au fait que j'ai envie de dire que la dérivée de yi par rapport à x1i, bah, c'est tout simplement bêta 1. Okay, donc, c'est une notion de variabilité. Okay, si jamais j'augmente de 1 sur mon x1i, donc si jamais ma superficie augmente d'un mètre carré ou d'un pied carré, dans ces cas-là, mon prix va augmenter de bêta 1, essentiellement des euros par mètre carré ou par pied carré. D'accord. Sauf que cette interprétation, elle est un petit peu biaisée. Elle est un petit peu biaisée parce que ce que je suis en train de dire, c'est le fameux « toute chose étant égale par ailleurs ». Si jamais le prix de ma superficie augmente de 1, mais en supposant que tout le reste ne varie pas. D'accord. Donc quand je vous dis ici, je vais faire plus 1, celui-là, par contre, il doit pas bouger. Okay, donc j'ai envie de dire, j'ai envie de faire augmenter x1, mais je veux forcer x2 à être constant. Et ça, je ne peux pas le faire si jamais mes deux variables sont corrélées. Si jamais je vous dis, il y a des quartiers dans lesquels si jamais les maisons sont grandes, c'est qu'elles sont anciennes, je ne peux pas dire, ou en tout cas, je peux le dire, mais l'interprétation va être fausse. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que j'augmente ma superficie dans un endroit où les maisons sont, dans un quartier où les maisons ne peuvent pas être grandes. D'accord. Donc ça pose un vrai problème sur la compréhension même des coefficients et leur interprétation. Voilà, c'est ce qui va découler dans toute la suite, c'est comprendre un petit peu ce qui se cache derrière l'interprétation des coefficients. Okay, l'interprétation très simple, c'est de dire bêta 1, c'est la variation de y1 pour une petite variation de 1 de x1, quand toute chose sera égale par ailleurs, mais cette hypothèse, elle est souvent fallacieuse et je n'ai pas le droit de la faire. Voilà. Donc le problème, c'est que si jamais j'ai des variables qui sont très corrélées, mon estimation, elle n'ira pas forcément dans le bon sens, et même au niveau des signes, si vous voulez. Je pourrais parfaitement récupérer, si jamais je n'ai pas ce modèle-là, donc si jamais je n'ai pas cette variable-là, okay, je fais ma régression, j'obtiens quelque chose qui est croissant.
ou décroissant. Supposons qu'on soit décroissant. Le prix par mètre carré va être décroissant en fonction de la superficie. Je peux trouver une explication. Okay. L'interprétation, c'est lié à une discussion, c'est un processus narratif. Je veux faire raconter une histoire à mon modèle. Okay. Je vais dire que le prix va baisser avec la superficie. Sauf que quand tout d'un coup, je mets mon année de construction, si jamais les deux sont très corrélés, c'est possible que mon signe change. Je peux obtenir à peu près n'importe quoi et j'expliquerai le n'importe quoi par la suite. Okay. Mais il est possible que tout d'un coup, j'ai un signe qui soit négatif. Et ça positif, pardon. Et ça me gêne parce que je ne pourrais plus raconter la même histoire. Okay. Donc le problème de ces histoires de changement de signe quand on rajoute ou pas certaines variables, il est gênant. Il peut s'expliquer mathématiquement. Encore une fois, tout ce qu'on fait, c'est pas des boîtes noires. Je peux parfaitement vous les expliquer tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est juste de l'algèbre linéaire. Donc tout a une explication. C'est juste que l'explication mathématique, elle peut parfois être dissonante avec une interprétation un petit peu, je vais appeler ça café du commerce, mais c'est essentiellement ce qu'on fait quand je discute un modèle. J'essaie d'expliquer avec des mots ce que j'observe et vous dire, mais c'est normal parce que. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas architecte, je ne peux pas vous prouver que le prix par mètre carré va baisser avec la superficie, mais je peux vous le justifier en faisant des discussions un peu sommaires. D'accord ? Donc, le premier point, c'est effectivement les signes qui ne sont pas cohérents avec ce qui s'appelle donc les connaissances dans le domaine, c'est-à-dire ce qui est admis. Okay. Donc ça, c'est aussi les problèmes sur les élections. Quand vous regardez, est-ce que vous pouvez prédire pour qui quelqu'un va voter en fonction de son revenu et toutes ces choses-là? On a de la littérature construite sur des sondages où on peut faire des choses. Si jamais vous avez des coefficients qui vont pas dans le même sens, ça vous gêne. Et en fait, ça peut juste venir d'un problème de collinéarité. L'autre problème, ça va être sur les variances. C'est que tout d'un coup, vous allez récupérer des variances qui sont potentiellement énormes. Okay. Donc ça vous donne l'impression qu'une variable n'est pas significative alors qu'en fait, elle l'est. Donc ça, c'est quelque chose qui arrivera quand vous mettez toutes vos variables d'un coup. Tout d'un coup, rien n'est significatif. Vous en enlevez une et tout devient significatif. Okay. La significativité a beaucoup à voir avec la variance. Okay. Donc les variances vont être importantes. Alors je reviendrai sur pourquoi est-ce que je peux vous le justifier tout de suite, mais je vous rappelle que la variance, quand je fais une régression, la variance de bêta chapeau, c'est quelque chose en sigma 2, x transposé x moins 1. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que dans mes x, j'ai des choses qui sont très corrélées. Donc x transposé x, c'est peut-être à la limite d'être inversible. Okay. Alors j'ai promis que je ne parlais pas de valeur propre, mais ça va être très très lié à ces histoires de valeur propre. On a une valeur propre qui est proche de 0. Numériquement, ça va poser des vrais soucis. Okay. Donc voilà, c'est tous ces problèmes-là que je vais aborder aujourd'hui. Donc revenir sur les maths, puis surtout représenter à la fin des discussions autour de comment est-ce que je peux, sachant que j'ai des variables explicatives, continuer à faire de l'interprétation qui ont du sens. Ok. Donc les maths, ils sont là, essentiellement, c'est mon hypothèse H1. Mon hypothèse H1, c'est ma matrice X, elle est de plein rang colonne. Toutes mes variables explicatives, elles m'apportent une information. Je n'ai pas de variable redondante dans le sens où je n'en ai pas une qui soit une combinaison linéaire de toutes les autres. D'accord ? Donc ça, c'était mon hypothèse H1. Je n'ai pas de relation linéaire parfaite entre variables. Le souci est quand j'ai quelque chose qui est presque linéaire. Quand j'ai deux variables qui sont très corrélées. Alors, ça arrivera tout le temps en assurance en particulier. En assurance, quand vous faites de l'assurance automobile, par exemple, vous pouvez demander à quelqu'un « Est-ce que tu pourrais me donner ton âge? Est-ce que tu pourrais me donner l'ancienneté de ton permis ?» Il s'avère que, surtout si tout le monde passe son permis exactement au même âge, ces deux variables, il y en a une qui est une combinaison linéaire de l'autre. Si jamais tout le monde est obligé de passer son permis à 18 ans, il y en a une qui est l'âge de la personne moins de 18 ans. C'est arithmétique. Il s'avère que dans la vie, il y en a qui le passent plus tard, il y en a qui apprennent à conduire beaucoup plus tard, il y en a qui se font retirer leur permis, qui leur passent. Il y a toutes sortes d'histoires qui font que la corrélation, elle est très très forte, mais elle n'est pas parfaite. Et ça nous gêne parce que le fait qu'on soit très corrélé fait que cette matrice-là, cette matrice X transposée X, elle n'est pas vraiment de plein rang colonne. Elle est de plein rang colonne, mathématiquement, mais il y a peut-être des variables explicatives qui sont très proches. Donc ça s'interprète encore une fois sur les valeurs propres. Ça veut dire qu'il y a une valeur propre qui est très proche de 0. Et ça pose des soucis numériques quand on va calculer cette inverse. Donc dans mon inverse, tout d'un coup, je vais avoir des choses qui potentiellement vont exploser. D'accord ? Et ça, c'est gênant parce qu'en fait, à la fois bêta chapeau, à la fois la variance de mon bêta chapeau dépendent directement de cette quantité. D'accord ? Donc cette histoire de multicollinarité ou de corrélation presque parfaite va être relativement gênant. D'accord ? Donc ça se traduit par le fait que mon déterminant, qui est jamais que le produit de mes valeurs propres, va être très très proche de 0. Okay ? Dans ces cas-là, j'ai un problème parce qu'on aura des problèmes d'instabilité numérique qu'on ne voit pas forcément. Encore une fois, je vais vous montrer des exemples tout à l'heure, ça ne se voit pas,
mais c'est juste que on a des valeurs qui sont potentiellement très très grandes et qui vont nous gêner. Ok. Donc je vous montre un petit exemple que j'ai récupéré. Donc c'est dans un cours de stats 462 à PSU. Donc on a cette petite base avec 6 variables explicatives. Ok. Et une variable d'intérêt qui est tout simplement un niveau de stress. Donc c'est des données médicales. Donc j'ai le stress d'une personne et j'observe pas mal de choses. J'ai sa pression sanguine, d'accord, sa pression, quoi. J'ai son âge, j'ai son poids, j'ai une indice, c'est pas un indice de masse corporelle, mais c'est un indice qui est sa surface, la surface d'une personne. Donc, est-ce qu'une personne est en surpoids ou pas, essentiellement. Si jamais elle est en hypertension, depuis combien de temps, en année, et une information de pouls, d'accord, donc en battements par minute. Okay. Donc, j'ai toutes ces variables-là, mais on se doute qu'il y en a pas mal qui sont corrélées. Okay. Alors, comment je peux faire que plus m'en douter? Je peux faire mieux en allant voir des corrélations. L'avantage ici, c'est que mes variables sont toutes numériques. Donc, je peux regarder les corrélations entre toutes ces variables. Le stress, c'est cette variable qui se trouve ici. D'accord. Donc, elle est un petit peu à part. D'accord. L'intérêt, c'est de regarder. Alors, ce qui est important, c'est d'être corrélé avec Y. Okay. Les variables X qui sont corrélées avec Y, ça m'intéresse, ça veut dire qu'elles vont être prédictives. D'accord. Ça veut dire que les mesurer va me permettre d'améliorer ma prévision sur mon niveau de stress. D'accord. Mais là, ce qu'on est en train de discuter, ce n'est pas les corrélations entre Y et X, c'est les corrélations à l'intérieur de mes X. D'accord. Donc, c'est les valeurs qu'on retrouve là. Et si vous regardez toutes les variables, hormis quelques cas assez rares, finalement, on voit que la plupart sont quand même avec des corrélations qui sont très très fortes. Alors, on oublie la diagonale. Encore une fois, c'est une matrice de corrélation, donc la diagonale, j'ai que des 1. D'accord. Et ce qu'on voit, c'est que effectivement, j'ai quand même des valeurs qui sont potentiellement assez élevées, d'accord, avec des corrélations très proches de 1. D'accord. Alors, je vous montre quelques packages qui permettent de faire des graphiques de corrélation, mais ça permet d'avoir une première idée, en tout cas, de ce qui se passe. Donc, par exemple, on voit que BSA est très, très, très corrélé avec BP, avec weight. Okay. Donc, on voit ici qu'on a même un trio de variables qui sont très, très, très corrélées entre elles. J'ai peut-être aussi la variable BP avec le pouls. Okay. Donc, on voit qu'on a des variables qui sont très corrélées. Et une question importante, c'est est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est gênant pour construire mon modèle? Et deuxième étape, est-ce que c'est gênant pour l'interprétation de mon modèle? D'accord. Donc, c'est ça tout ce qui va être raconté dans cette série de capsules. Je vous montre d'autres séries de graphes qui peuvent être construits. J'insiste un tout petit peu sur les deux derniers. Je ne sais plus quelle fonction permet de récupérer ça, mais celle-là nous rajoute en plus un test qui est un test de significativité. Est-ce que la valeur, elle est vraiment significativement importante? Okay. Donc, par exemple, ici, on voit ressortir les 3 valeurs. Les autres, elles sont importantes. Okay. Bon, 0,72, c'est important, mais je crois que de mémoire, j'ai 20 observations. Donc, ce n'est pas forcément très robuste. D'accord. Donc, on observe quelque chose qui fait intervenir une notion de robustesse dans nos estimateurs. OK. Toute petite parenthèse, encore une fois, c'est lié à des histoires de valeurs propres. Voilà, pour ceux qui maîtrisent un peu les valeurs propres, je vous en parle un tout petit peu, mais on a une valeur propre qui est quasiment à 0. D'accord. Donc, ça pose un petit souci. Le point est, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer cette matrice x transposé x, moins 1, d'accord, et de regarder un peu ce qui se passe. Et on voit effectivement que nos variables qui étaient très corrélées, nous renvoient des valeurs qui sont importantes. Alors, important ne veut rien dire en tant que tel. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, les unités peuvent être très différentes. Okay. Mais c'est juste que si jamais encore une fois, je suis sur la corrélation, donc normalement, l'effet de variance, il a été enlevé. D'accord. Ce qu'on voit, c'est qu'il me reste des choses quand même très, très, très importantes. D'accord. Donc, encore une fois, la matrice sous-jacente, ce n'est pas exactement x transposé x, c'est l'inverse de ma matrice de corrélation. D'accord. Donc, j'ai quelque part corrigé de mon effet variance. Donc, observer x transposé x moins 1 n'aurait pas suffi. J'ai regardé l'inverse de la corrélation. Et ça ne va pas, quoi. On a des valeurs qui sont très, très, très importantes et qui vont sûrement avoir un effet qui est potentiellement lié à ce que je racontais au début, c'est-à-dire que je vais sûrement avoir des variables qui vont paraître non significatives et quand je vais vouloir faire l'interprétation, je vais peut-être avoir des petites contrariétés. D'accord. Donc, c'est ce qu'a raconté ici, le fait que la variance de mon estimateur, ça va sûrement être abusivement grand, essentiellement dû au fait que techniquement, je vais avoir encore une fois, des valeurs très très grandes quand je vais prendre ces inverses de mon x transposé x moins 1. Et pareil, quand je fais mon test, encore une fois, comme je divise par ces valeurs qui sont potentiellement
très grande, okay, je vais avoir des valeurs très proches de 0, mais une statistique de test proche de 0, ça nous donne envie de les rejeter. Donc on aura assez souvent envie de dire que les variables ne servent à rien. Enfin, voilà. On peut faire toutes sortes de conclusions qui ne sont pas forcément pertinentes, mais c'est essentiellement dû au fait que j'ai des variables très corrélées. Alors il existe pas mal de grandeurs qu'on peut introduire, en tout cas pour quantifier l'importance l'impact que pourrait avoir une variable, essentiellement en se disant, si jamais je ne l'avais pas mis, se serait passé quelque chose. Okay, et c'est ça qu'on observe avec la collinéarité, c'est que si jamais ma variable x1 et x2 sont très corrélées, dans ces cas, si jamais je l'enlevais de ma régression x1, j'aurais le même pouvoir prédictif. Donc en fait, c'est une première manière de construire les modèles. L'autre solution, c'est tout simplement de se dire, je vais construire des régressions avec mes variables explicatives à l'intérieur. Okay, donc je vais essayer d'expliquer par exemple ma variable xj en fonction de toutes les autres. Et je vais regarder le R2 associé. Si jamais mon R2 il est très important, c'est tout simplement le fait que j'ai deux variables qui vont être très 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 corrélées. Si jamais vous avez xj qui est très corrélé avec xk, pour un certain cas, ça veut dire que le R2 de votre régression, il sera très 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 proche de 1, essentiellement parce que vous arrivez à parfaitement prédire votre variable en fait. Okay, donc là, en gros, je me pose la question de est-ce que j'ai une combinaison linéaire des variables explicatives qui me permet de reconstruire l'autre? Donc là, c'est la linéarité stricte. Je m'autorise un petit bruit. Okay, je me demande simplement est-ce que ce bruit est pertinent. Donc on voit apparaître cette notion de ce qu'on va appeler le RJ. Okay, donc mon RJ carré, c'est tout simplement la régression de ma variable xj sur les autres variables explicatives. Okay, donc le R2 est une mesure d'importance de la corrélation qui va exister. Donc dès que je suis proche de 1, ça me gêne. Alors assez classiquement, on va prendre 1 sur 1 moins le R2 associé à la variable J, okay, ce qu'on va appeler le facteur d'inflation, donc le variance inflation factor, en J, qui est tout simplement ce ratio-là. Si jamais je suis trop important, c'est que j'ai un problème avec cette variable. Manifestement, elle est quelque part largement expliquée par d'autres variables explicatives. Encore une fois, je vous fais un raisonnement très simple en disant j'ai deux variables qui sont très corrélées. Mais on peut avoir des choses plus compliquées où en fait ça va être un demi d'une variable plus 2 tiers ou 5 tiers d'une autre variable qui peuvent être très corrélées avec une autre variable, et ça c'est beaucoup plus dur à voir. D'accord? Donc et en tout cas, je ne le verrai pas sur mon graphe de corrélation auparavant. Donc mon graphe de corrélation me permet juste de voir des corrélations croisées, mais si jamais je veux vraiment observer cette multicularité, je suis vraiment dans cette idée de je vais créer des variables des combinaisons de variables explicatives. Okay, là, je cherche la meilleure combinaison linéaire de variables explicatives et je regarde ce qui se passe. D'accord? Donc, ça a du sens et ça s'appelle inflation de variance essentiellement parce qu'on a des relations de ce type-là. On peut montrer en fait qu'il existe une relation entre la variance de mon bêta J chapeau et ce facteur d'inflation. Okay, donc avec ce type de relation. Donc dès lors que votre facteur d'inflation va être énorme, votre variance va être énorme, et ça veut dire que vous ne pouvez rien dire avec cette variable-là. En tout cas, vous ne pouvez pas l'interpréter proprement. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut regarder. Donc encore une fois, une valeur élevée du facteur d'inflation sera dommageable, okay, dans le sens où votre modèle est instable. L'instabilité, c'est quelque chose de problématique, surtout quand vous avez peu de données, parce que ça veut dire que, et c'est ce qui se passe avec mon jeu de données ici, j'ai que 20 observations. Si jamais j'en avais eu plus, peut-être que je pourrais corriger. Mais quand vous avez peu de variables explicatives, un certain nombre de variables explicatives et peu d'observations, assez vite, on a des variables qui peuvent sembler très, très, très corrélées. D'accord? Donc, le cas de linéaire indépendance, c'est un facteur, on a un niveau de 1. D'accord? Au contraire, si jamais je pars à l'infini, c'est que j'ai un problème. Alors, ce qui est souvent admis, c'est que dès lors qu'on dépasse 4, on a un problème. D'accord? Alors, pour l'instant, je dis juste qu'on a un problème. Je ne dis pas encore comment le traiter. On a un problème avec une variable. Là où ça va devenir gênant, c'est si vous savez que cette variable est importante. Okay, supposons que tous les modèles vous disent le stress, il est lié à votre pouls. Okay, et que tout d'un coup, on vous dit il y a un problème du pouls, c'est qu'il est trop corrélé avec les autres, il ne faudrait pas le mettre dans la régression. Ça me dérange. Okay, ça me dérange parce que je voudrais justement le garder. Donc, c'est plutôt, il va falloir essayer de regarder quelles sont les autres variables qu'il faudrait que je supprime. D'accord? Mais voilà, pour l'instant, on essaie juste de voir est-ce qu'on est capable de quantifier le problème. Les réponses, on les verra plus tard. Okay, mais le VIF, cette notion de variance inflation factor, historiquement, on va essayer de voir quand est-ce qu'elle est grande. Alors, on peut regarder 4, on peut regarder 10. J'ai envie de dire qu'on ne va pas jouer sur des détails. Si jamais c'est grand, il n'y a même pas de question à se poser, on a un souci.
on a un souci, il va falloir en tout cas faire très attention à l'interprétation qui va arriver après. Donc, je vous montre un petit exemple. Okay, donc, on a parlé de cette base de données avec le stress. Je vais faire ma régression où je mets tout. Okay, donc, LM de Y tilde point, ça veut dire mets-moi toutes les variables explicatives dans mon modèle. Et voilà ce que j'obtiens. D'accord, donc, j'obtiens ces valeurs-là. Donc, il semblerait me dire que, certes, le pouls est significatif, mais c'est visiblement presque la seule variable. À la rigueur, on pourrait avoir le weight. Pardon, oui, c'est ça, c'est le weight. Parce que j'ai une p-value qui est à peu près à 6%, mais on voit que dans mon modèle, il n'y a pas grand-chose qui est utile. Okay, et on pourrait se demander, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un problème d'inférence? Est-ce que c'est un problème qui vient du fait que mes variables sont peut-être trop corrélées? Donc ça, je peux l'avoir avec le VIF. Et en fait, quand on regarde le VIF, bah, c'est vite complètement délirant. Dans le sens où j'ai au moins deux variables qui explosent complètement les valeurs dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le 4 et le 10. On est sur des niveaux à 120 et 205. Donc manifestement, ces deux variables-là posent un vrai souci essentiellement parce que elles sont beaucoup trop corrélées avec d'autres. Alors ça se trouve, c'est juste les deux entre elles. On avait vu effectivement, si vous reprenez les graphes de corrélation, que ces deux variables sont très 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 corrélées entre elles. Mais on a vraiment un souci. D'accord. Même là, je n'oserais même pas l'avoir parce que j'ai l'impression qu'il est trop corrélé avec d'autres informations. D'accord. Pourtant, on pourrait se dire que les informations médicales sont différentes de l'âge. L'âge m'apporte une autre information, mais non. Manifestement, il y a une autre information qui a été captée par une autre variable. D'accord. Donc, on a un problème sur cette base de données. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme interprétation et qu'est-ce qu'on peut avoir comme explication pour aller un petit peu plus loin? Alors, je vais vous parler d'un théorème qui est un vieux théorème essentiellement d'algèbre linéaire, c'est le théorème de Frichevaux, et en particulier, vous posez la question de l'interprétabilité des coefficients. Et ce résultat est lié au théorème de Frichevaux. Le premier petite discussion que je vais avoir, c'est sur ce qu'on appelle le problème de sous-identification. Okay. Donc la sous-identification, c'est le fait d'avoir oublié une variable. Donc là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était j'ai mis des variables, mais elles sont trop corrélées, donc peut-être que j'en ai trop mis, j'aurais envie d'en enlever. La question que je pose ici, c'est la question inverse, qui est qu'est-ce qui se passerait si jamais j'oubliais une variable importante? D'accord. Donc c'est un peu la version duale en se disant, est-ce qu'enlever des variables, c'est une solution? C'est une solution, mais très dangereuse. C'est une solution dangereuse, pourquoi? Parce que supposons que le vrai modèle, donc je vais le mettre en une couleur particulière, je vais mettre en bleu, le vrai modèle, c'est ce modèle-là, avec des variables qui sont les variables que j'ai dans mon vecteur x1, okay, mais aussi dans le vecteur x2, et supposons que toutes les variables que j'ai dans x2, je ne les ai pas mis dans ma régression. Okay. Donc supposons que j'ai estimé un modèle plus simple, juste basé sur mes x1. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose dans le sens, est-ce que les coefficients que je vais avoir, est-ce que alors je les ai appelés B, est-ce que les coefficients B qui apparaissent dans le modèle que j'ai expliqué gardent l'interprétation que j'aurais dû avoir si jamais j'avais pu faire ma régression globale? Okay. Autrement dit, supposons que j'ai fait ma régression sur, je reviens sur mes exemples des prix des maisons, mais j'essaie d'expliquer le prix des maisons en fonction de la superficie et l'année de construction. Donc supposons que ce soit ça mon vrai modèle, supposons que les deux variables soient vraiment importantes. Mais manque de bol, je n'ai pas utilisé l'année de construction. La question qui est posée, c'est est-ce que, si jamais je faisais juste ma régression sur la superficie, est-ce que ça suffirait? Est-ce que le coefficient que j'obtiendrais ici serait le même que celui-là? Bon, on peut faire le calcul, c'est juste de l'algèbre linéaire. Comment j'estime mon bêta, mon B chapeau 1? Okay, tout simplement par moindre carré dans mon second modèle. Okay. Et si jamais je fais un tout petit peu d'algèbre linéaire, donc je remplace le Y par ce que ça vaut, ce qu'on peut montrer, c'est qu'effectivement, c'est bêta 1. Okay. Donc le coefficient que j'estime, c'est la vraie valeur, sauf que je vais peut-être commettre une erreur. Je vais commettre une erreur qui va être liée à ça. Donc mon erreur va être liée à ce facteur-là, dans lequel le terme important, c'est celui qui est au milieu. Ça fait intervenir x1 transposé x2. Okay. Et ensuite, j'ai forcément un terme d'erreur qui est juste une erreur de mesure, hein, c'est juste l'erreur d'échantillonnage. Mais le point important, c'est que j'ai toujours ce petit facteur-là. Okay. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bêta chapeau 1, ce n'est pas un estimateur sans biais de la vraie valeur, okay. Potentiellement, en tout cas, si jamais j'ai essentiellement des variables qui sont corrélées. Okay. Donc, si vos variables x1 et vos variables x2 présentent des corrélations entre elles, en fait, les coefficients que vous allez avoir n'ont aucune raison d'être identiques avec les coefficients de départ. Okay. Mon bêta chapeau 1, il n'y a aucune raison pour qu'il soit égal à ce bêta 1, et même au niveau des signes. Okay. Donc, c'est vraiment l'histoire que je racontais au début, c'est-à-dire vous pourriez très bien faire une régression de la superficie sur
de l'âge de la maison sur la superficie, vous auriez un coefficient négatif. Okay. Sauf que si jamais le vrai modèle, c'était un modèle avec à la fois le prix de la maison et l'ancienneté de la maison, dans ces cas-là, je pourrais parfaitement avoir quelque chose de positif. Donc, il n'y a aucune raison, de manière générale, pour que ce second terme, en tout cas, soit égal à 0. Le seul cas pour lequel on sache faire quelque chose, en fait, c'est quand les variables sont indépendantes. Okay. Donc ça, c'est un petit peu gênant, parce qu'en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a deux cas extrêmes pour lesquels on sait dire des choses. Les deux cas extrêmes, c'est si jamais mes variables sont parfaitement corrélées, on a un problème, mais dans ces cas-là, c'est essentiellement que j'ai une matrice qui ne serait pas de plein rang, et dans ces cas-là, il suffit d'en supprimer. Okay. C'est exactement ce qu'on fait quand on a des variables factorielles. On sait qu'on a trop de modalités, on en met une comme référence, et on arrive à résoudre, on n'a plus de problème d'identifiabilité. La multiculinarité pure, c'est un problème d'identifiabilité. Ce que c'est en train de nous dire, c'est si jamais je suis presque dans ce cas-là, on a déjà un souci. Okay. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est si jamais j'étais indépendant, je saurais faire des choses. Mais en fait, même si jamais je ne suis pas indépendant et que j'ai un petit peu de dépendance, j'ai un problème parce qu'en fait, je ne sais pas comment interpréter mes coefficients. Okay. L'interprétation des coefficients, elle est liée à cette histoire que je raconte depuis le début de cette capsule, qui est toute chose étant égale par ailleurs. Donc, toute chose étant égale, ce qui revient à dire que si jamais je fais varier mon x1 en fixant mes x2, des fois, ça n'a pas de sens parce que les variables ne sont pas indépendantes. Okay. Donc, Frischevaux nous dit, si jamais vos variables x1 et x2 étaient indépendantes, il n'y a pas de souci. En fait, je vais vous le montrer dans un instant. Si jamais effectivement vous régressez sur deux variables qui sont orthogonales, okay, ce qu'on peut montrer, c'est que faire la régression multivariée ou plusieurs régressions simples, c'est équivalent. Okay. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que dans ces cas, j'ai vraiment une interprétation très simple, mais c'est juste que dès lors que vous avez la corrélation, vous avez forcément un terme qui va intervenir en plus et qui peut potentiellement avoir un effet dramatique. D'accord. Donc l'interprétation dans un modèle avec des variables explicatives corrélées, c'est compliqué. D'accord. Donc l'interprétation, elle est très simple, hein, c'est juste une propriété géométrique. Et en fait, ça c'est le théorème de Frischevaux. En fait, Frischevaux va un peu plus loin. Frischevaux vous dit, en fait, vous avez quand même le droit, c'est ce qu'on appelle des régressions en cascade, okay, vous avez quand même le droit de vous dire, bah, je vais faire une régression uniquement sur x1. D'accord. Donc le vrai modèle, encore une fois, c'est ce modèle avec du x1 et du x2. J'ai le droit de commencer par faire une régression sur x1. Une fois que j'ai fait ma régression sur x1, dans ces cas-là, je peux faire une régression sur mes projections. D'accord. Donc, je vais récupérer les projections de ma variable y sur l'orthogonale de x1. Je vais récupérer la projection de mes variables x2 sur l'orthogonale de x1. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que ma régression, le coefficient de bêta 2 que je vais avoir, va être obtenu tout simplement en faisant des projections itérées. Okay. C'est un peu abstrait. Je vous laisse le temps de réfléchir à ce qu'a raconté dans cette slide. Je vais vous montrer juste après sur des exemples numériques comment ça marche. Et en tout cas, ça permettra d'avoir une interprétation. Donc, je passe l'aspect algèbre linéaire. Okay. Ce qui va être important, c'est les conséquences que ça va avoir. Donc, premier point, est-ce que c'est vrai que régresser sur des variables orthogonales, ça permet de faire des choses qui me... Enfin, ça permet... Est-ce que la régression multiple sur des variables orthogonales est équivalent à faire des régressions simples? C'était ce que disait le théorème de Frischevaux. Le théorème de Frischevaux vous dit, si jamais vos variables x1 et x2 sont orthogonales, alors régresser uniquement suivant x1 vous donne le même estimateur, pour faire simple, que régresser sur x1 et x2. Alors, il s'avère que dans la vraie vie, des variables orthogonales, on n'en a pas. Okay. Essentiellement parce que c'est un objet de simulation. Alors, il s'avère que je peux en faire tout simplement en faisant... je suis désolé, je fais un tout petit bricolage, mais voilà, j'ai tiré deux variables gaussiennes qui étaient a priori indépendantes, sauf que statistiquement, c'est possible que je récupère un petit peu de corrélation. Okay. C'est le principe de base des simulations. Des fois, je vais quand même avoir un peu de corrélation. Ici, je fais ce qu'on appelle une analyse en composante principale qui va me réordonner un peu tout ça pour avoir rigoureusement des corrélations qui valent 1 et 0. Okay. Donc, j'ai construit deux variables, Z1 et Z2, qui sont rigoureusement orthogonales. Okay. Une fois que j'ai fait ça, je vais construire mon modèle. Donc, ce que je vais tout simplement dire, c'est que Y, c'est 1 plus Z1, moins Z2, plus epsilon. Okay. Ça, c'est le modèle, le vrai modèle, encore une fois. Et toute cette discussion, elle est purement théorique. Hein. C'est juste que si jamais on est capable de dire des choses d'un point de vue théorique, ça nous permettra de comprendre les applications par la suite. Et mon vrai modèle théorique, c'est celui-là, c'est ma variable Y qui est 1 plus la variable Z1 moins la variable Z2 plus un bruit. Okay.
Si jamais j'estime mon modèle, je récupère à peu près les mêmes coefficients avec 1 pour la constante, 1 pour le bêta 1, la constante devant Z1, et à peu près moins 1 sur la constante qui est associée à mon Z2. Okay, donc mon inférence a du sens et tous mes paramètres sont significatifs. Okay, il s'avère que si jamais je faisais si vous voulez, retenez les valeurs exactes, hein, 1.05 moins 0,97, si jamais je fais mes régressions univariées, dans ces cas-là, je récupère exactement les mêmes valeurs. Okay, donc la différence entre la régression multiple et la régression simple, elle est là. Si jamais vous avez des variables explicatives qui sont parfaitement corrélées, une régression multiple, c'est équivalent à faire des régressions simples. Dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. Dès lors que vous êtes un tout petit peu corrélé, il va falloir tenir compte de la corrélation qui existe, et dès lors que la corrélation devient importante, dans ces cas-là, on a en plus des soucis qui sont cette histoire de multicollinéarité. Mais c'est vraiment un problème qui est graduel, okay, essentiellement dû au fait que les problèmes ne sont pas les mêmes suivant l'intensité de la corrélation. Okay. Je vous ai mis ici une petite slide pour essayer d'expliquer l'histoire de Frischvaux. Je vous encourage à cliquer sur le lien. J'avais fait un billet de blog sur le sujet pour essayer d'expliquer. Mais c'était vraiment... je peux essayer de vous le refaire sur un dessin. Donc, c'est l'histoire du graphe de la régression qu'on fait tout le temps. Okay, j'ai ma variable y et j'ai deux variables explicatives x1 et x2 et je veux faire une projection. Okay. Dans le cas qui est ici, les deux variables x1 et x2 sont orthogonales. Okay. Donc, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que quand je fais ma projection, okay, ma projection, je peux avoir des interprétations très très simples qui consistent à dire que ma projection, faire la projection sur le vecteur directement, sur l'espace engendré à la fois par x1 et x2, c'est équivalent à avoir fait deux projections, une projection sur la variable x1 et une projection juste sur la variable x2. Okay, c'est ça que nous raconte, c'est vraiment juste des histoires d'orthogonalité de projection. Okay, si jamais mes deux variables sont orthogonales, projeter collectivement sur les deux, ce serait équivalent à faire des projections soit sur x1, soit sur x2. D'accord, les valeurs de vos chiffres correspondent très exactement. Si jamais je suis dans le cas où mes variables ne sont pas orthogonales, et c'est ce qui se passe ici, ok, j'ai un certain angle, mais qui n'est pas à 90 degrés, donc ici, je ne suis plus indépendant entre mes deux variables explicatives. Okay. Dans ces cas-là, j'ai un problème. J'ai un problème, pourquoi? Parce que quand je vais faire ma projection globale, okay, donc je vais me retrouver ici, d'accord, donc ce qui va me donner un certain coefficient, mais je vais me projeter par rapport, donc encore une fois, je veux l'écrire en disant que mon projeté y chapeau, c'est égal à un certain coefficient plus bêta x2. Okay, sauf que si jamais je faisais ce que nous raconte Frischvaux, c'est essentiellement des histoires de double projection. Okay, je commence par projeter sur ma variable x1, et ensuite je vais projeter sur l'orthogonale. Projeter sur l'orthogonale, ça veut dire essentiellement l'orthogonale de ma variable x1, c'est l'espace en rouge. Okay, donc projeter sur l'espace en rouge, ça me donnerait ce point-là, et j'ai un petit décalage. J'ai un petit décalage, et c'est ça qu'on va capturer par la correction de Frischvaux. Okay, c'est cette histoire de double projection. Okay, je ne vais pas beaucoup plus loin, je le ferai dans un exemple très particulier juste après, où je vais vous le faire dans un cadre numérique pour bien comprendre ce qui se passe. Okay, donc mon exemple numérique, il est très simple. C'est la base de données Chicago. Chicago, c'est une base de données avec 3 variables dans lesquelles je vais expliquer le nombre d'incendies dans un quartier de Chicago, que j'explique par 3 variables. Okay, de mémoire, il doit y avoir le salaire médian, le taux de criminalité, et peut-être un niveau d'illettrisme, quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, je fais ma régression. Donc, je crois que j'ai une cinquantaine d'observations. Donc, je récupère cette sortie de régression avec mes 4 coefficients, ma constante, et mes 3 coefficients, bêta chapeau 1, bêta chapeau 2 et bêta chapeau 3. Ok, donc, je fais ma régression sur mes 3. Il s'avère que ma deuxième, mon bêta 1 n'est pas significatif. Donc, ma variable x1 n'explique sûrement pas grand-chose. Mais supposons que malgré tout, je le laisse dans mon modèle. Ok. Donc, on peut interpréter mes coefficients. Je peux interpréter mes coefficients, pourquoi? En disant, si jamais j'ai une nouvelle observation, la prévision, ce sera ma constante, c'est-à-dire 22,06, moins 0,64 fois x1, plus 0,22 fois x2, moins 1,55 fois x3. Prenons la 12e observation. La 12e observation, elle me dit que x1 vaut 0,402, x2 vaut 14 et x3 vaut 13,722. D'accord ? Je peux faire sur mon graphe de droite, très exactement, la quantification de l'impact de chacun des coefficients. Essentiellement pourquoi ? Parce que si jamais j'ai x1, x2 et x3 qui valent 0, je suis sur ma valeur moyenne. Donc je commence ici, je commence à 22,07.
Okay, ce qu'il me dit, c'est que je rajoute un petit quelque chose parce que j'ai un x1 qui vaut 0.4. Alors en fait, j'enlève un petit quelque chose. J'enlève moins 0.62 fois 0.44. On voit qu'on bouge de pas beaucoup. Mais c'est lié au fait que mon coef finalement n'était pas significatif. Donc, ce que je suis en train de me dire, c'est que mettre un coef pas significatif dans une régression, c'est pas très gênant parce que ça vous fait bouger un tout petit peu. Okay, je vais le garder parce que j'ai envie de croire que cette variable x1, elle sert à quelque chose. Okay, mais on le discutera dans la slide d'après. Donc, je bouge un tout petit peu. Ensuite, il me dit, tu fais 14 fois 0,22 en plus. Okay, donc, je rajoute la composante en verte et donc je vais pas mal bouger. D'accord. Donc cette fois-ci, je vais me décaler essentiellement de cette valeur-là, c'est-à-dire le 1 plus 0,22 multiplié par 14. Okay, ce qui doit faire à peu près peut-être décaler de 2 ou 3. D'accord. Donc j'arrive ici et ensuite j'ai ma troisième composante qui arrive. Donc là j'ai mon 13.722 que je multiplie par ce 1 moins 1,55. Ce qui va me faire cette fois-ci la grosse différence qui se trouve là. Et voilà ma prévision. Donc lui, c'est ma prévision pour mon Y12. Okay, j'étais parti de ma constante. Je rajoute quasiment rien pour mon bêta 1, à cause de mon X1. J'augmente un petit peu à cause de mon X2. Et je baisse énormément à cause de mon X3. D'accord. Donc ça permet de quantifier un petit peu. Donc ça, c'est ce qu'on appelait l'interprétation locale. J'essaie d'expliquer sur une observation l'impact de mes variables explicatives. Okay, on voit qu'ici, c'est X3 qui agit beaucoup. Okay, X3 me dit, non, tu vas large, on aura un niveau qui est prédit qui est beaucoup moins important que ce qu'on devrait avoir parce que mon X3 est très important. Okay, et mon observation, elle était ici. Okay, donc mon Y était à 2.2, donc j'observe une différence qui est un terme d'erreur, mais ce n'est pas très grave. Il faut admettre qu'on fera toujours des erreurs, donc il y a un terme d'erreur et ce n'est pas grave. Mon erreur, elle est en bleu. Okay, donc ça, c'est l'interprétation standard d'une régression. Mais en fait, je peux l'interpréter d'autres manières. Et c'est là où ça devient un petit peu tordu, okay, dans le sens où je peux aussi faire des régressions en cascade. Je peux aussi commencer par faire une régression uniquement sur X1, et ensuite me demander, est-ce que les autres variables, elles m'expliquent quelque chose? Pourquoi je peux faire uniquement sur X1? Parce qu'en fait, ma variable X1, elle explique quelque chose. Okay, donc ça, c'est un peu le paradoxe des régressions multiples versus régression simple, c'est que dans ma régression multiple, il me disait qu'X1 ne servait à rien, mais il ne sert à rien parce que j'ai aussi X2 et X3. Donc sans être multicolinéaire, j'ai des informations qui manifestement étaient déjà capturées ailleurs. Mais supposons que pour des raisons politiques, pour des raisons de pas mal de raisons, j'ai envie d'avoir mon X1. J'ai envie d'avoir mon X1 et mon X1, il est important. Pourquoi? Parce que j'ai un coefficient qui, au lieu d'être proche de 0, il est à 14. Okay, donc supposons que pour des raisons de politique publique, de ce que vous voulez vraiment expliquer avec une grande partie qui vient de X1. Donc je fais juste ma régression sur X1, et ce que nous dit Frisch-Vos, c'est une fois que vous avez fait cette régression-là, on va faire des régressions sur les résidus. Okay, donc je vais prendre les résidus de mon modèle une fois que j'avais régressé sur X1, puis je vais régresser en X2. D'accord, donc je vais récupérer mes projections sur ma variable, sur l'orthogonale de mon X1, donc c'est-à-dire projeter sur l'orthogonale de X1, ça veut juste dire récupérer la résidus de la régression. Donc je vais essayer de voir, est-ce que je peux continuer à expliquer quelque chose avec du X2? Et oui, je peux continuer encore à expliquer quelque chose. Okay, donc il y a un 0.15 multiplié par mon X2, ou quelque chose qui va être une projection liée à mon X2. Okay, et après, je peux faire ma dernière étape, me demander, est-ce que je peux encore expliquer quelque chose par X3? Oui, je peux encore. Okay, je vais encore avoir quelque chose d'explicatif. Donc le point où je veux en venir, c'est sur l'interprétation des variables, parce que l'interprétation des variables dépend très fortement de la manière dont vous allez écrire votre modèle. Okay, le modèle de régression multiple vous raconte cette histoire-là. Vous raconte, X1, il n'explique pas grand-chose, il ne sert à rien dans votre régression. En fait, X1 pourrait avoir un rôle très important. Okay, X1 peut avoir un rôle très important, mais comme il est corrélé avec les autres, je cache son effet dans les variables X1 et X2. Et ça, c'est gênant. Alors, ce que raconte la régression en cascade, c'est la chose suivante, c'est de dire, OK, on était parti d'un niveau, alors il faut revenir sur notre régression, mais on était parti d'un niveau plus faible. D'accord, donc ma constante, dans mon premier modèle, je peux vous le remontrer, elle était à peu près à 3.4. Okay, puis après, je rajoutais un 14 fois X1. Donc j'ai par défaut une première hausse associée à la valeur de mon X1. Okay, donc le nombre d'incendies, a priori, je l'estime de manière assez faible. Mais compte tenu de la valeur de mon X1 dans le quartier 12, ici, j'ai intérêt à prédire beaucoup plus. Okay, donc c'est ça que nous raconte cette première histoire. Alors qu'au début, on nous disait que ça ne servait à rien. Ici, je vous dis non, ça peut être quelque chose d'important. Et l'impact, il n'est pas négligeable. Mais c'est juste que compte tenu de mon X1, je vais essayer de me demander, est-ce que je peux compléter mon information avec mon X2? La réponse est oui, mais conditionnellement à mon X1, j'ai intérêt à baisser un tout petit peu. Et compte tenu de X1 et de X2, je peux regarder l'impact de la variable X3 et je vais corriger un tout petit peu. Et en fait, la prévision que je récupère, c'est exactement la même que celle qu'on avait obtenue auparavant.
Okay, donc, ce que vous raconte FreshVol, c'est que faire une projection euh, euh, multivariée ou faire des successions de projections, enfin, des successions de régressions univariées, mais en faisant des projections proprement, ça vous donne exactement le même modèle, ça va vous donner exactement les mêmes prévisions avec exactement les mêmes erreurs. Okay, pourquoi je présente les deux? Essentiellement parce que l'interprétation va être très 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 différente. D'accord? Donc, il faut juste faire très attention, et c'est essentiellement ce que je veux raconter dans cette slide, c'est de dire l'interprétation des coefficients, quand je vous dis que x1 ne sert à rien, c'est faux. Okay, si jamais je vous dis dans ma régression ici, x1 ne sert à rien parce qu'il n'était pas significatif, c'est faux. Il ne sert à rien parce que j'avais mis les autres. Okay, et le problème, c'est que tant que vous avez les autres, cette variable x1, elle ne vous apportera rien comme information. Donc, si jamais vous pensez vraiment qu'il y a besoin de cette variable x1, bah, des fois, il faut forcer les choses et construire votre modèle sur cette variable x1 et ensuite s'intéresser à ce qu'on pourrait améliorer dans notre modèle avec le reste. Et ça se fait proprement, non pas en continuant à faire des régressions simples, indépendantes, comme on aurait fait au départ. Ça marche uniquement si mes autres variables sont orthogonales. Et si jamais elles ne sont pas orthogonales, il faut que je fasse des projections. Okay, donc ça, c'est important parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est assez naturel. Ça existe beaucoup en assurance. Par exemple, sur ce qu'on appelle un zonier, c'est-à-dire tenir compte d'un effet géographique, où on va dire, bah, je vais commencer par faire un modèle qui va expliquer toutes sortes de choses, et après, je vais expliquer ce qui me reste par ma variable explicative. Okay, ça, c'est quelque chose que je suis en train de faire ici. Hein. C'est vraiment l'idée de dire, je vais construire un premier modèle avec une certaine variable, et ensuite, je vais me demander, est-ce que je peux améliorer ma prévision en rajoutant d'autres variables explicatives? C'est important parce que ça vous donne exactement le même modèle. La seule chose, c'est que l'histoire que vous racontez est différente. L'interprétation d'un modèle, c'est essentiellement lié à une histoire de narration, c'est une histoire d'histoire qu'on va raconter avec un modèle, et c'est mine de rien essentiel. Je suis désolé de passer autant de temps parce que c'est théoriquement compliqué. Le problème, c'est que c'est la base de l'application. L'application, c'est quoi? C'est lié au fait qu'on va utiliser des modèles pour raconter des histoires. Quand vous voulez construire un tarif, il va falloir expliquer pourquoi est-ce que vous mettez telle et telle variable dans votre modèle, et pas celle-là. Alors que tout le monde sait qu'elle est importante. D'accord? Donc, il va falloir faire très attention quand on construit un modèle, mais je pense que ça sort un petit peu du cadre de ce cours, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur cette partie-là aujourd'hui, mais c'est le cœur même de ce qu'on devrait faire si on travaillait sur les applications des modèles. C'est que les applications des modèles, c'est lié à une histoire d'interprétabilité, à une notion narrative d'histoire de modèle, et c'est très très lié à des histoires de corrélation entre variables. D'accord? Donc, si je reviens enfin, voilà, regardez les capsules, je regarde l'impact de x1 si jamais je l'avais mis dès le départ, si jamais je mettais x2, si jamais je mettais x3, et on est capable de faire beaucoup de choses hein, et beaucoup de discussions. Donc l'interprétation des modèles, c'est quelque chose d'important. Encore une fois, en termes de modélisation, ça ne change pas grand-chose parce que toutes ces approches vous donnent exactement les mêmes modèles, donc ça ne va pas améliorer votre prévision, ça vous donne juste quelque chose que vous pouvez raconter. Raconter des histoires, c'est très compliqué. Je vous donne des pistes, encore une fois, avec ce cours, mais voilà, faire de l'application des modèles, ça nécessite de pratiquer et de se lancer dans des régressions et d'essayer de comprendre. Mais voilà, les outils mathématiques qui sont dans cette capsule, je vous laisse vous les approprier et je vous donne rendez-vous dans une prochaine capsule très bientôt.